Hey, the guy with the cheaters. Salut à tous les amoureux de la toile, les amis de la chaîne, heureux de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler de arsenic et vieilles dentelles. Alors imaginez vos grand-mères, celles qui sont douces, prévenantes et qui vous pincent la joue en trouvant que vous n'avez que la peau sur les os. Maintenant, imaginez qu'elles aient un hobby un peu particulier, une œuvre de charité expéditive, empoisonner de vieux messieurs solitaires pour abréger leur souffrance avec une recette maison de vin de mûre relevée d'une pointe d'arsenic. C'est le point de départ complètement fou d'arsenic et vieilles dentelles. Et aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est comment une comédie sur deux mamies tueuses en série a-t-elle pu devenir l'un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma hollywoodien? Mr. Brewster! Mr. Brewster! Come on, here. Ce film, c'est une véritable pièce d'horlogerie comique, un ballet macabre où le rire naît de l'impensable. Et vous l'avez bien compris puisque vous l'avez élu meilleure comédie des années 40. Alors, pour en saisir toute la saveur, pas besoin d'être un expert de Frank Capra ou de connaître par cœur la filmo de Cary Grant. L'idée, c'est de décortiquer ensemble, simplement, pourquoi cette comédie noire reste un monument du cinéma. Arsenic et vieilles dentelles, c'est d'abord celui qui est derrière la caméra, Frank Capra. Et c'est là que ça devient intéressant. Dans les années 30 et 40, Capra est le réalisateur de l'optimisme américain. Ses films comme Monsieur Smith au Sénat ou La vie est belle, L'homme de la rue sont des hymnes à la bonté, à la victoire du petit contre le système. C'est un cinéma qui a une morale et qui veut, bien sûr, remonter le moral d'une nation. Alors, que vient faire ce conte macabre et cynique dans sa filmographie? À première vue, rien. C'est comme si le pape se mettait à écrire un roman de Stephen King. Je sais, la comparaison est osée. Et pourtant, le film est profondément de Capra. On y retrouve son sens du rythme effréné, ses dialogues qui fusent et sa direction d'acteur virtuose qui pousse chaque personnage au bord de la crise de nerfs, créant un chaos parfaitement organisé. En fait, Capra a dit avoir fait ce film juste pour le plaisir. Une pause sans le poids d'un message, mais en cherchant la légèreté. Il a peut-être, sans le vouloir, signé l'une de ses œuvres les plus subversives. Gentlemen, what news have you brought me? Colonel, we have nothing to report. Huh? Oh, no. Absolutely nothing to report. Splendid. L'histoire du film ne commence pas à Hollywood, mais sur les planches de Broadway. En 1941, une pièce de théâtre intitulée Arsenic and Old Lace, écrite par un certain Joseph Kesselring, fait un triomphe absolu. Kesselring, un dramaturge, s'est inspiré d'une histoire vraie d'Amy Archer Gilligan, une tenancière de maison de retraite qui empoisonnait ses pensionnaires au début du siècle. Mais là où l'histoire était sordide, Kesselring, poussé par ses producteurs, en a fait une farce. Le public est en délire. Le succès est tel que la Warner Bros. Flaire le bon filon et achète les droits. Now, Teddy, you promised me you wouldn't do that anymore. But I have to call a cabinet meeting to get the release of those supplies. La production du film est lancée en 1941 avec Capra aux commandes. Mais un obstacle contractuel se dresse. Le film ne pourra sortir en salle que quand la pièce ne sera plus jouée à Broadway. Et la pièce portée par son succès va rester à l'affiche pendant près de 1444 représentations, soit près de 3 ans et demi. Le film est donc tourné en 1941, juste avant l'attaque de Pearl Harbor, puis il est mis au placard et il ne sortira qu'en 1944. C'est une histoire de production unique. Le film devient une sorte de capsule temporelle.
Une comédie frénétique tournée dans l'insouciance d'avant-guerre, mais découverte par le public en plein conflit mondial. Selon certaines anecdotes, les seuls à pouvoir le voir avant tout le monde auraient été les soldats américains postés à l'étranger, pour qui le film aurait été projeté dès 1943 afin de leur remonter le moral. Young man, let that be a lesson to you. Imaginez un peu la scène, des GI en pleine guerre riant aux éclats devant des mamies empoisonneuses. C'est peut-être ça la première preuve du pouvoir universel de ce chef-d'œuvre. Le cœur battant d'Arsenic et Vieille Dentelle, ce sont ses personnages. Et au centre de ce cyclone de folie, il y a un homme qui essaie désespérément de rester normal. Mortimer Brewster, incarné par le légendaire Cary Grant. Mortimer est un critique de théâtre cynique et rationnel qui vient de se marier en secret. Et oui, lui qui a fait l'éloge du célibat dans ses livres, il ne peut pas se marier comme tout le monde. What's he hiding from? Mortimer Brewster, dramatic critic? En passant dire au revoir à ses tantes adorées avant de partir en voyage de noces, il ouvre par hasard le coffre près de la fenêtre et y découvre un cadavre. Le génie, c'est l'étonnement en deux temps. Il voit, il ne comprend pas, il referme. Puis son cerveau se reconnecte à la réalité, ses yeux s'écarquillent, il ouvre à nouveau le coffre et là, la panique s'installe. Le premier double take. When the curtain goes up, the first thing you see is a dead body. The next thing... À partir de là, le masque de la normalité se fissure et laisse place à l'une des plus grandes performances de panique de l'histoire du cinéma. Ce que fait Cary Grant dans ce film est prodigieux. Il ne joue pas la surprise, il la chorégraphie. Toute sa performance est une symphonie de l'effondrement nerveux. Je reviens à ces fameux double takes. Cette technique où le personnage voit une horreur, continue son chemin, puis réalise ce qu'il a vu avec un temps de retard, provoquant une réaction explosive. Il nous gratifie du même regard, insistant vers la caméra, vers nous donc, à la manière de Oliver Hardy, vous savez, du célèbre duo. Hey, mister. Son visage est un théâtre à lui tout seul. Ses yeux exorbités, la mâchoire qui se décroche, il bondit par-dessus les meubles, court en cercle, passe du chuchotement à un hurlement de terreur. C'est une agitation permanente, un ballet hystérique maîtrisé à la perfection. On se croirait dans un Looney Tunes. Le plus fascinant, c'est que Cary Grant lui-même détestait sa performance. Il la trouvait trop forcée, trop énorme, le pire rôle de sa carrière. Il se plaignait que Capra le poussait à surjouer. Nonsense. But there's a body in the window seat. Yes, dear. We know. You know? Of course. Yes, but it has nothing to do with Teddy. Mais Capra, lui, il avait tout compris. Pour qu'une farce aussi macabre fonctionne, il fallait un réacteur nucléaire d'émotion au centre. La panique de Mortimer devait être si démesurée qu'elle en devienne comique. C'est la seule réaction saine à une situation de folie pure. À travers ses yeux, on est aussi abasourdi que lui, et c'est son hystérie qui nous autorise à en rire. Mais Mortimer n'est que la partie visible de l'iceberg. Le génie du film, c'est de l'entourer de personnages plus déments qui, eux, vivent cette folie avec un naturel désarmant. Well, how did the poison get in the wine? Well, we put it in wine because it's less noticeable. When it's in tea, it has a distinct odor. You mean you put it in the wine? Yes. Alors il y a bien sûr les deux tantes, Abby et Martha Brewster, incarnées par Joséphine Hull et Jan Heder, qui jouaient déjà ces rôles sur scène. Elles sont l'image de la douceur et de la bienveillance. Elles préparent des biscuits, servent le thé, s'occupent des œuvres de charité. Mais elles ont cette petite manie, cette petite coquetterie. Elles considèrent qu'il est de leur devoir de mettre fin au jour des vieux monsieur solitaires pour leur éviter une fin bien triste.
Pour elles, l'arsenic n'est pas un poison, c'est une miséricorde. Elles en parlent même comme une recette de confiture. C'est une dissociation totale entre l'horreur et leurs actes. Et bien sûr, leur comportement adorable qui est la source principale de l'humour noir. That's what we did with the others. Look here, Aunt Martha, you can't... Others? The other gentlemen. Oh. When you say others, do you mean others? Ensuite, il y a Teddy, le frère de Mortimer, persuadé qu'il est le président Theodore Roosevelt. Il faut le saluer, il faut le respecter, et il nous décoche des œillades bien ponctuées avec un haussement de sourcils qui est jubilatoire. Il ponctue la vie de la maison de charge de cavalerie au clairon dans les escaliers, qu'il prend pour la colline de San Juan. Chaque fois qu'il faut enterrer un corps dans la cave, il doit creuser une nouvelle écluse pour le canal de Panama. Teddy n'est pas juste un gag, il est essentiel. Et comme si ça ne suffisait pas, le dernier frère Brewster, Jonathan, débarque. Lui n'est pas un fou sympathique, c'est un vrai psychopathe en fuite. Son visage a été modifié par son complice, le docteur Einstein, joué par le génial Peter Lorre. On y reviendra plus tard. Et le résultat le fait ressembler à Boris Karloff. Ce n'est pas un hasard, c'est l'un des meilleurs clins d'œil du cinéma. Dans la pièce, c'était Boris Karloff lui-même qui jouait Jonathan. Et comme il était irremplaçable sur scène, le film a engagé Raymond Massey et a transformé son absence en une blague géniale. C'est pour cela qu'il est souvent comparé à Karloff dans le film pour accentuer le trait. L'arrivée de Jonathan fait basculer le film. La menace devient réelle. Le danger n'est plus une abstraction comique. On passe de la farce macabre au thriller burlesque avec deux types de tueurs qui se disputent le nombre de victimes. Et surtout, il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Il est inconcevable qu'un cadavre de Jonathan puisse venir combler le canal de Panama. Inconcevable. Alors pourquoi ça marche? Et pourquoi ça marche encore aujourd'hui? Pourquoi rit-on franchement devant une histoire de meurtre et de folie? Le secret, c'est une maîtrise absolue. Arsenic et vieille dentelle, c'est une mécanique de précision où chaque élément sert la comédie. Le moteur principal, c'est le contraste, poussé à son paroxysme. La bienséance victorienne des tantes contre la brutalité de leur crime, l'élégance de Cary Grant contre sa panique animale, l'ambiance feutrée d'un salon bourgeois contre l'horreur qui se cache sous le plancher. Le titre lui-même est un chef-d'œuvre de contraste, arsenic et vieille dentelle, le poison et la délicatesse, toute la promesse du film en 4 mots. Mortimer! Darling, don't... I'm nervous now. Don't do that. Mortimer! Not that. Le deuxième secret, c'est que le film traite l'absurde avec le plus grand sérieux. Personne ne semble conscient d'être dans la comédie. Les tantes sont sincèrement convaincues de faire le bien. Teddy est Theodore Roosevelt. Jonathan est un tueur qui prend son métier très au sérieux. Le rire ne devient pas la blague, mais de la conviction absolue avec laquelle les personnages la vivent. Ensuite, il y a le rythme. Alors là, effréné. Capra, qui a fait ses armes dans le burlesque,
est un maître du tempo. Le film est une course contre la montre. Les portes claquent, les personnages entrent et sortent. Les quiproquos s'empilent. Le film est presque entièrement tourné en huis clos, dans le décor unique de la maison des Brewster. Cet espace, loin d'être une contrainte, renforce la pression, l'impression de la claustrophobie comique. La maison devient une cocotte minute où la folie monte à chaque coup de sonnette. Capra ne cherche pas à cacher l'origine théâtrale, il l'amplifie. Il utilise la structure du vaudeville pour créer une machine infernale. Stop. What is it? Mr. Hoskins' hat. Oh! Enfin, Capra utilise brillamment le hors-champ. Le meurtre n'est jamais montré, les corps sont découverts, mais l'acte se passe toujours dans l'ellipse. Cette pudeur macabre est essentielle. En cachant l'horreur visuelle, le film maintient le ton de la comédie. Si on voyait le poison agir, eh bien, on basculerait dans le drame. En le gardant hors de vue, Capra nous permet de nous concentrer sur la réaction des personnages, qui est la vraie source du rire. Nonsense, I won't be a minute. Et là, on rejoint le titre de la vidéo, quand l'absurdité côtoie le génie. À sa sortie, en 1944, le film est un immense succès. Le public, en pleine guerre, avait peut-être besoin de ce rire XXL. La critique est également euphorique, saluant une mécanique comique implacable. Pourtant, avec le temps, le film a parfois été sous-estimé dans la filmographie de Capra, éclipsé par ses drames humanistes plus nobles. Mais pour les amoureux de la comédie, il n'y a aucun doute, c'est un sommet. C'est l'un des plus grands rôles comiques de Cary Grant, peut-être le plus physique et le plus audacieux. Sa composition est juste du grand art. Oh, but that was only Sunday. Please! For heaven's sake. Imaginez, ou en tout cas essayez d'imaginer un acteur actuel se mettre autant en danger, jouer avec son image. Un Pedro Pascal, un Timothée Chalamet, un Tom Holland, et oui, toute cette star du moment. Eh bien, c'est impossible. Les dernières tentatives réussies ne seraient-elles pas celles des Monty Python ou l'esprit d'un poisson nommé Vanda? Alors, c'est aussi l'une des meilleures adaptations de théâtre de l'histoire d'Hollywood, et c'est surtout l'une des comédies noires les plus efficaces jamais réalisées. Son influence est considérable. It is Jonathan. I'm glad you remember, Mortimer. Yeah, I remember. How could I forget you? Where'd you get that face, Hollywood? Il y a aussi Peter Lorre, je vous avais dit qu'on y reviendrait, eh bien, il est impossible de ne pas le mentionner, il est le complice de Jonathan. Avec ses yeux fatigués, sa voix étrange et son air constamment inquiet, il vole presque chaque scène lorsqu'il apparaît. Son personnage, le docteur Einstein, est alcoolique, il pratique la chirurgie esthétique clandestine, pas toujours avec un bon coup de scalpel. D'ailleurs, Jonathan lui en veut d'avoir déformé son visage plus que nécessaire. Et ce fameux docteur Einstein regrette en permanence ses mauvaises décisions. Peter Lorre improvise énormément de mimiques et ce sont ces petits gestes absurdes qui rendent son personnage hilarant et attachant. They stay right here in Brooklyn and they do just as good as you do. What? Yeah. You got 12, they got 12. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, pourquoi ce film semble-t-il si moderne? Peut-être parce que ses thèmes sont intemporels. C'est une satire brillante de la famille, ce lieu où la normalité n'est souvent qu'une façade fragile, qui n'a pas un oncle dans sa famille un peu bizarre ou une tante avec ses manies. Capra pousse juste l'idée à l'extrême. Ici, la famille n'est pas un havre de paix, c'est une bombe à retardement. Le film interroge aussi notre rapport à la folie. Qui est le plus fou? Les tantes qui tuent avec un sourire, Teddy qui s'évade dans un monde imaginaire, Mortimer qui essaie de rester logique dans un monde qui n'en a plus. Look at the attitude. Large as life. He sits there waiting to be tied up and gagged. The big dog. Le film suggère que la folie est peut-être bien plus répandue qu'on ne le pense.
Au final, Arsenic et Vieille Dentelle est bien plus qu'une simple comédie. C'est une symphonie du chaos, un chef-d'œuvre de rythme et d'interprétation. Frank Capra, le grand moraliste, a mis son talent au service d'un conte amoral et a prouvé qu'il était aussi à l'aise dans l'ombre que dans la lumière. Cary Grant, même s'il ne l'a jamais admis, y a livré une performance d'une générosité folle, inventant une grammaire du corps paniqué qui fait encore école aujourd'hui. Oh, yeah, sure. No. You've got to hear the plot. Ce n'est pas juste une vieille comédie noire, c'est une machine à rire d'une liberté et d'une intelligence rares. Maintenant, vous savez pourquoi j'aime ces vieux films. Il est impossible de retrouver cette fraîcheur, cette vitalité, cette créativité aujourd'hui. Tout doit être sombre pour refléter un certain réalisme. Eh bien, quel bonheur de se laisser porter par cette folie. Vous ne trouvez pas ? Oh, dear. And Happydale is full of staircases. Alors, quel souvenir gardez-vous de ce tourbillon de folie? Plutôt team des tantes charitables, du frère Roosevelt, du psychopathe au visage abîmé par un génial Peter Lorre, ou est-ce que vous partagez la panique de Mortimer? Dites-le moi dans vos commentaires, j'ai très envie d'avoir votre avis. Et si vous avez aimé cette analyse, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer, ça aide énormément la chaîne. Vous avez pléthore de vidéos à rattraper, j'en suis sûr. Oh, Mortimer. Oh, we're going to Niagara Falls. Call me a cab, dear. Yes, love. Ne vous gênez pas, faites-vous plaisir et laissez-moi des petits commentaires à chaque fois pour que je puisse remarquer votre passage sur la chaîne. Et puis n'oubliez surtout pas la nouvelle fonction, booster la vidéo, ça aidera aussi. Le like est incontournable, vous le savez. Voilà, merci d'avoir regardé, portez-vous bien surtout, bonne toile. Ciao ciao.